Piastri, il a fait parler de lui quand même avant même les tours chrono parce qu'ils l'ont signé pour 2025 et 2026. Donc, il est le deuxième pilote contracté le plus longtemps sur le plateau, hormis Verstappen qui a un contrat jusqu'en 2028. Et si j'ai bien compris, il a un contrat ferme jusqu'en 2026 et des options pour 2 années supplémentaires. Ça veut dire que on y croit. Zak Brown avait manœuvré pour re-signer Norris jusqu'en 2025 assez tôt parce qu'il y a Toto Wolff qui commençait à lui tourner autour et on se posait la question, est-ce que ça ne serait pas aussi un super pilote pour Red Bull qui a dit depuis, c'est notre choix préférentiel, on verra ce que ça deviendra. Et là, il s'est dit, mais moi, si on prend Norris, il me reste que Piastri et il faut aussi que je sécurise Piastri. Et c'était la démarche qu'il a adoptée là. C'est vraiment... et Piastri avait une option sur l'année prochaine, c'est du ferme maintenant pour 3 ans. Très bien. Et sur la piste, ce qui est remarquable, c'est qu'il est devenu le 3e pilote à partir de la première ligne à Suzuka sur ce circuit qui est extrêmement technique, un circuit de pilotes et de techniciens. Le premier, c'était Jacques Villeneuve au volant d'une Williams en 1996. Il avait fait la pole position. Et puis le deuxième, c'était Juan Pablo Montoya au volant d'une Williams en 2001, lui qui avait fait le 2e temps. Voilà. Ouais, alors ils étaient rookies, c'était leur première saison de double vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, c'est quand même des gens qui avaient déjà du kilométrage au compteur. C'était leur première saison de Formule 1, mais c'était pas des débutants. Moi, je veux bien d'autres rookies qui sont partis en fait en première ligne en Formule 1 au 21e siècle, donc depuis 2000. Tu vas voir que faut pas se croire arrivé pour Oscar Piastri. Il y a Lance Stroll. Ah oui, non, d'accord. Voilà, Azerbaïdjan 2017. Verstappen et Ricciardo. En fait, il avait fait le 4e temps, ce qui était quand même pas mal avec la Williams à l'époque. Verstappen et Ricciardo avaient été pénalisés et donc il était parti de la première ligne, mais il avait fait le 4e temps. Nico Hülkenberg, Brésil 2010. Je sais pas si tu te souviens, scénario assez rocambolesque en qualification. Il avait carrément fait la pole, le pilote allemand. Lewis Hamilton, Bahreïn 2007. Bon, de toute façon, Lewis, il avait été dans le coup tout de suite. Et puis, Juan Pablo Montoya, qui, avant le Japon, avait été en première ligne en Autriche en 2001. Voilà pour vous dire quand même qu'il est dans des statistiques où on ne voit pas figurer Verstappen, où on ne voit pas figurer des Sébastien Vettel et consorts. On est vraiment là sur des standards qui sont très très hauts pour Oscar Piastri, qui s'est vite effacé au premier tour face à Lando Norris, qui s'est ensuite refait dépasser. Un petit peu piégé, parce qu'il y avait une opportunité, et il était sur la partie sale de la grille, sur la ligne, sur la rangée paire. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas du bon côté. En tout cas, il a mis la pression sur Verstappen. Tout à fait. Tout à fait. Et ça a ouvert le champ à Norris. J'aurais aimé qu'il attaque les premiers tours en deuxième position. Et moi, j'imagine que c'était prémédité. L'idée que chez McLaren, on dise il y en a un qui attaque à droite, l'autre qui attaque à gauche, ça me semble parfaitement logique. Il faut évidemment réussir son départ pour pouvoir faire ça, mais ça me paraît logique. Et ça a mis Verstappen un petit peu en difficulté. Il a admirablement gérer ça, et une fois qu'il a passé le premier enchaînement en tête, on savait que ça allait être très très compliqué de le reprendre, mais il s'est retrouvé quand même longtemps ensuite avec le jeu des ravitaillements, des changements de pneumatiques. Ah bah oui, le décalage horaire. Il s'est retrouvé de nouveau devant Norris, qui l'a repassé. Il a fait un Grand Prix plein et il s'offre son premier podium en Formule 1. J'ai envie de dire, c'est l'acte de naissance de Piastri en Grand Prix. Oui, il est seulement le 2e débutant à figurer sur un podium à Suzuka, après Juan Pablo Montoya en 2001, qui avait terminé 2e. Et tout ça veut dire que Piastri, quand même, il marque des points. Il marque son territoire en qualif quand même. Sur les 5 dernières qualifs, il a devancé 3 fois, il a battu 3 fois Norris. Oui. Donc ça veut dire qu'il arrive. En début de saison, il y avait 3-4 dixièmes. Ça ressemblait à une petite punition. Et puis il est arrivé doucement à 2 dixièmes et à se caler sur les performances. J'aimerais bien approfondir un petit peu, parce que sur ces 5 dernières qualifs, est-ce que les 2 où il est battu, c'est pas parce que Norris a des évolutions que lui n'a pas encore? Parce qu'on sait qu'il y a eu les toutes dernières évolutions là.
Norris les avait avec un Grand Prix d'avance. Donc, ce qui pourrait aussi expliquer un certain décalage. Ce qui est impressionnant, c'est que il a les nouveautés, certes avec un Grand Prix de décalage, et à chaque fois, ça match. Il les exploite tout de suite. Alors la dernière fois, c'était ce qu'on parlait, c'était pour Singapour, où Norris avait le nouveau package en exclusivité. Et ça avait été le même décalage d'un Grand Prix pour installer les nouvelles pièces aussi sur la voiture de Piastri. Ça s'était déjà produit plus tôt dans la saison au Grand Prix d'Autriche. Et je regarde, je te le fais en direct sur les duels en essai, si je le retrouve. Parce que Stéphane a des statistiques absolument surtout. Et c'est assez admirable. Et là, il est en train de nous faire une démonstration de virtuosité. Alors, nous disons sur le Grand Prix de Singapour, chez McLaren, c'est Norris qui s'était le mieux qualifié. Alors, peut-être que ça accrédite ta thèse, effectivement. Et plus tôt dans la saison, il avait aussi pris le pas en Autriche. Mais au Grand Prix suivant, Piastri avait eu le package aussi à Silverstone. Il avait été battu. Donc, ça ne marche pas à tous les coups. Mais ça veut dire vraiment qu'il se passe quelque chose. Et puis, il y a une cote quand même d'amour. Il y a quelque chose aussi qui passe. On sent que Zak Brown, le boss de McLaren, choisit un petit peu se protéger. Il a proposé, après la qualification en première ligne, à la maman de Piastri, de lui dire vous pouvez en fait venir assister à cette course si ça vous dit. Et la maman a gentiment décliné en disant je préfère quand même encore stresser à la maison plutôt que sur le circuit. Mais quelque part, ça veut dire que McLaren, c'est une famille. Et qu'on prend soin vraiment des pilotes. On a envie qu'ils soient là. Et Zak Brown apprécie beaucoup cette idée aussi qu'il a retenue dans certains propos récents de Norris en disant « j'aime cette équipe, j'ai envie d'y rester ». Et c'est ça qu'on crée un cocon propre à développer le talent des pilotes. Et alors, moi, ce que j'ai trouvé assez remarquable quand même, c'est la distance, le recul, le calme que ses patrons connaissaient déjà dans les catégories inférieures F3, F2. Un garçon qui est très analytique et là, qui a dit c'est pas ma meilleure course en Formule 1. Parce que je ne suis pas content de ma gestion des pneus. Il a dit que à certains moments dans la course, il les avait mal gérés. Il a dit ça, c'est propre à la Formule 1 de proposer des courses comme ça où on a un challenge aussi difficile. C'est pas ce qui m'arrivait dans les catégories inférieures et c'est là-dessus principalement que je dois travailler en priorité pour aller chercher ces 2-3 derniers dixièmes qui lui assureraient aussi en course d'être vraiment dans le match déjà par rapport à Norris et puis d'aller chercher Verstappen. Éventuellement. Si les circonstances s'y prêtaient, mais il est très très lucide par rapport à ça. À la fin de son tour qualif en rentrant, il était calme à la radio. À la fin de son podium, de son tour pour rentrer aussi, on c'est ne sent pareil. pas transporté, quoi. Oui, il est content, mais ça s'arrête là. Et ça me rappelle ce que disait Jean-Paul Driot. Et souvent, quand on regardait les jeunes talents, il nous disait qu'il faut savoir si c'est un cold fish ou pas, un poisson froid. Et il disait c'est ces poissons qui savent nager dans l'eau froide et qui bronchent pas, qui sont là, mais qui, à la seconde où il faut attraper une proie, hop, s'activent et hop, la seconde d'après, redeviennent totalement impassibles. C'est comme ça qu'on reconnaît les grands pilotes de Formule 1. Il en a déniché quelques-uns, le regretté Jean-Paul Driot, auquel on pense. Et là, clairement, Piastri en fait sans doute partie.